Salut à tous et bienvenue sur le podcast de la prod. Je suis Jean-Baptiste Lalo, producteur, et dans chaque épisode, je vous propose de rencontrer des actrices et des acteurs du monde de la production, dans les domaines de la pub, du clip, de la fiction et des autres formats vidéo. On parle de leur parcours, de leur métier et de la production. J'espère que ça vous plaira. Bonne écoute. Bienvenue à tous dans le podcast. Salut François. Salut, comment vas-tu? Eh ben, très bien. Écoute, je suis ravi de te recevoir sur ce podcast dédié à la prod. On va passer un petit moment ensemble et tu vas me parler de toutes tes aventures dans la prod. Mais avant tout ça, je te propose de te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Je m'appelle François Brun, voilà, j'ai 63 balais et je suis cofondateur du groupe Quad avec Nicolas Duval. Et je m'occupe plus particulièrement de tout ce qui est prestation, c'est-à-dire c'est toute la partie production avec client, on va dire. D'accord. Et quand tu as dit prestation avec client, c'est ça, les films de commande? Oui, c'est ça, c'est tous les films de commande et je m'occupe aussi des documentaires et de la post-production. Donc c'est D'accord. vrai que c'est assez particulier chez nous, quoi. D'accord, tu vas nous expliquer tout ça. Alors, du coup, moi j'aime bien commencer par le début. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu où tu as grandi, ce que tu as fait au début de ta vie, quoi? Écoute, moi je suis parisien d'origine et fier de l'être. J'ai fait un bac scientifique. Ensuite, j'ai fait les arts décoratifs. Après les arts décoratifs, je suis rentré directement dans des agences de publicité puisque je me suis retrouvé directeur artistique en agence pendant 9 ans dans des agences qui n'existent plus. J'ai Ouais, commencé par une agence qui s'appelle l'agence Z, mais ça n'existe plus parce que effectivement ça c'était au début des années 80. ouais, Et j'ai continué jusqu'en 89 en enquillant les agences. À l'époque, la grande mode, c'était quand même de changer d'agence pratiquement tous les ans, tous les 2 ans, parce que c'est comme ça qu'on se construisait en fait une carrière. Donc c'était assez particulier à l'époque, mais c'était celui qui restait plus de 2 ans en agence, en général, était assez déconsidéré. Et puis, au bout de 9 ans, j'en avais fait un petit peu le tour, hein, puis j'avais été assez attiré sur les tournages sur lesquels j'avais été par l'ambiance qui était extrêmement particulière à l'époque, où il y avait ce sentiment de groupe, de bande, de gang. C'est une manière de faire qui était extrêmement, où les gens étaient très liés, très dépendants et très reconnaissants les uns par rapport aux autres. Et surtout, c'est qu'il y avait vraiment une reconnaissance de la qualité de ce que faisait l'autre, qu'il soit stagiaire ou qu'il soit réalisateur. Il y a toujours eu ce principe qui m'a attiré dès le début. Alors qu'à l'époque, en agence, la difficulté, c'est que comme c'était un petit peu la course à l'échalote pour tous les créatifs, pour être les meilleurs, pour être là, pour avoir le plus grand nombre de prix déjà à l'époque, et donc être les mieux payés, chacun tirait un peu à U et à dia dans tous les sens, tirait la couverture vers lui. Et c'était quelque chose sur lequel j'avais pas mal de difficultés, quelque chose que j'ai évidemment pas du tout retrouvé dans des équipes de cinéma. d'accord. Si je comprends bien, c'était une époque où les créas avaient beaucoup de pouvoir dans les agences et un job a priori très intéressant, mais en même temps, toi, tu t'y retrouvais pas sur l'ambiance de compétition que ça créait, c'est ça? Oui, c'est vrai qu'à l'époque, il y avait même des compétitions dans l'agence qui étaient assez violentes. C'est-à-dire que quand il y avait Ouais. des grosses compètes sur des gros clients, moi j'ai vu des créatifs crocheter des portes pour rentrer dans le bureau d'autres créatifs et pour voir Ah ce qu'ils ouais. avaient fait pour pouvoir éventuellement se rendre compte de la pertinence ou de la non-pertinence de ce sur quoi eux travaillaient. C'était très à la fois extrêmement bon enfant et très déconnant, hein, puisqu'il y a eu des trucs complètement. C'était très très potache à l'époque. C'était assez marrant. Mais par exemple, il est arrivé que à un moment, moi j'avais des copains chez Havas, j'étais donc chez Z au tout début, hein, et on s'est lancé un espèce de défi. Et en fait, j'ai été bosser pour Z, donc j'avais mon boulot et j'allais travailler chez Havas dans le bureau de mes copains, sans que jamais personne me demande quoi que ce soit. J'allais à la cantine chez Havas, alors qu'en fait, j'étais dans une toute petite agence qui s'appelait Z à l'époque,
mais cette espèce d'esprit potache un peu Ouais. très très tourné autour de la créa, c'était le côté assez sympa. Et à partir de 89, on va dire, et qu'effectivement il y a eu cette histoire de loi Sapin qui a pointé le bout de son nez, c'est Tu devenu peux, beaucoup tu plus peux compliqué. l'expliquer un petit peu en quelques mots pour les gens qui connaissent pas? Bah, la loi Sapin, c'est une loi qui a remis un petit peu en place toutes les dépenses. C'est-à-dire qu'avant, les agents se rémunéraient sur tout. C'est-à-dire que sur l'achat d'espace, sur la créa, sur même sur les prestataires qu'elle faisait travailler. Et la loi Sapin, ça a été, on va dire, en tous les cas, les conséquences de la loi Sapin, ça a été de remettre un petit peu en phase les choses. Et donc, du coup, les agences ont eu moins de rémunération, moins de rétribution, hein, et elles ont été obligées d'avoir plus de, on va dire, de rigueur uniquement sur les choses qui leur étaient confiées. Et donc, il y a eu une tension assez grande entre les agences et les annonceurs. Et donc, ça a un petit peu sonné le glas du un peu grand n'importe quoi, même si c'était tout à fait professionnel, hein. C'est-à-dire que ce qui était fait, on le faisait de façon à ce que ça fonctionne et de façon à ce qu'on ait des résultats. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était assez particulier. C'est-à-dire que, par exemple, toutes les campagnes étaient testées, hein, mais le test était fait par les agences. Donc, Ouais. autant te dire que on faisait dire un petit peu au test ce qui arrangeait un peu tout le monde, quoi. Ouais, Donc, d'accord. à partir du moment où il y a eu cette régulation, on va dire, bah, c'était beaucoup moins la fête, hein. Et donc, il y a eu pas mal d'agences qui se sont cassées la gueule à l'époque. Il y a eu beaucoup d'agences qui ont mergé ensemble pour donner des groupes, pour donner. Et puis surtout, c'est beaucoup d'agences ont totalement disparu, quoi. Et même des agences où il y avait, par exemple, à un moment, j'étais chez Basen Polaris. C'était un groupe où il y avait à peu près 220 personnes. Et en l'espace de 2 ans, cette enseigne a totalement disparu. Euh, il n'existait plus. Voilà. Donc c'était un peu la fin d'une époque. Et toi, c'est à ce moment-là que t'es passé côté production, c'est ça? Absolument. Moi, j'avais effectivement 30 et quelques années, hein. Et on travaillait beaucoup à l'époque avec Alain Pancrézy, hein, qui a été pas mal décrié d'ailleurs. Et donc, du coup, j'ai été voir Alain, je lui ai dit, écoute, moi, je commencerais bien à faire de la production. Alors, ce qui était un peu particulier, c'est que comme j'étais relativement âgé, hein, puisque en règle générale, les gens qui commençaient dans la prod, c'était plutôt aux alentours de 18 ans comme stagiaire, hein, et que moi, j'en avais 30 ou 33 à l'époque. Alain m'a proposé de devenir directeur de production directement. Et je lui ai dit, écoute, non, moi, je veux pas de passe-droit. Je veux apprendre ce métier, je veux arriver à le comprendre. Et pour ça, bah, je vais commencer comme stagiaire régie. Donc, je me suis retrouvé à 33 ans sans rien connaître de ce qu'était un plateau. Enfin, je le connaissais parce que j'avais tourné pas mal de films à l'époque. Mais en même temps, je connaissais pas les termes techniques, je connaissais pas comment les choses devaient s'organiser, etc. Et je me retrouve stagiaire régie, hein, à me faire mais découper par les chefs de poste, hein, c'est-à-dire électro, machinaux, etc., qui se sont bien rendus compte que j'y connaissais pas grand-chose. Donc du coup, ça m'a donné un coup de fouet énorme et je pense que j'ai appris en 6 mois ce que n'importe qui apprend en 2 ou 3 ans, quoi. Mais c'était pas trop dur après, enfin, si t'avais 10 ans d'expérience dans la pub, surtout si c'était l'époque où c'était la grande époque, tu devais avoir même un salaire assez confortable, j'imagine, des responsabilités, et là, te retrouver du jour au lendemain stagiaire régie, c'est pas un choix où tu te dis à un moment, mais qu'est-ce que je fais, pourquoi j'ai pas... Ça a été super violent parce qu'à l'époque, moi, j'avais eu pas mal de réussites. C'est-à-dire que, par exemple, j'avais eu un lion d'argent à Cannes, à une époque où alors, les lions avaient la tête des lions de Venise, hein. Les statuettes, c'était le lion ailé, hein, de Venise, puisqu'en fait, le festival avait lieu une année sur deux à Cannes ou à Venise. Et, et j'avais eu de grosses réussites, j'avais eu des prix internationaux, etc. Donc je gagnais effectivement extrêmement bien ma vie, hein, parce qu'à l'époque, on gagnait beaucoup d'argent, parce que c'était le seul moyen pour les agences de conserver des créatifs un certain temps. C'est-à-dire Ouais, que parce que c'était une époque où il y avait beaucoup de turnover. il y avait beaucoup de turnover et les gens partaient et
en faisant des culbutes énormes en passant d'une agence à l'autre. Donc du coup, on était assez rapidement, on nous proposait assez rapidement des salaires très importants. Mais moi, j'ai toujours été comme ça. J'ai jamais, ma motivation première a jamais été l'argent, mais plutôt la passion ou l'envie de faire des choses qui me plaisaient. Et donc, à un moment, effectivement, quand je suis parti des agences pour rentrer en prod, je me suis retrouvé, je sais pas, je devais gagner à l'époque 45 000 francs, ce qui était déjà énorme, ou 50 000 francs. Hein. Et je me suis retrouvé du jour au lendemain en étant stagiaire régie, en gagnant 310 francs par semaine. Hein. Ouais. Donc le choc a été assez violent, mais franchement, j'en avais vraiment envie, quoi. Mais je parlais pas que de rémunération, je parlais même aussi en termes de, comme tu disais, quoi, tu arrivais et tu te faisais défoncer par les chefs de poste. C'était pas trop dur à vivre ce côté-là aussi? Non, parce que dans ma vie, et ça s'est concrétisé par la suite, les choses qui m'ont passionné et intéressé, c'était vraiment le côté gageure. Ce qui m'intéressait beaucoup et ce qui me faisait très très envie au niveau de la production, c'était ce côté énigma, quoi. C'est-à-dire qu'on a une problématique, il faut trouver des solutions, et il faut que ces solutions soient à la fois viables, acceptées par les gens avec lesquels tu travailles, que ce soit ton client ou même ton équipe, et qu'en plus de ça, à l'arrivée, le résultat soit avec ce qu'on appelle une production value, pardon, la plus importante possible, et donc une direction artistique aussi. Et tout ça, ce sont à chaque fois des défis. Et moi, j'ai toujours fonctionné par défis. Et quand je suis parti des agences, c'était un vrai défi, effectivement. Et d'autant plus que je suis parti en donnant ma dème, donc j'avais même pas de chômage ou quoi que ce soit. Hein. Mais c'était un coup de tête, quoi, en fait. Période particulière. Et du coup, ça a duré combien de temps cette partie-là, en Alors cette stagiaire régie? partie-là, stagiaire régie, elle a duré pas si longtemps que ça, parce que très franchement, j'avais le feu, quoi. C'est-à-dire que effectivement, financièrement parlant, c'était très très compliqué. Hein. C'est une période où j'ai vendu ma collection de vinyles, ma collection de baskets, où c'était vraiment le début des grosses collectes et des grosses sorties de baskets. J'ai tout vendu hein, pour pouvoir continuer à faire ça. Et assez rapidement, j'ai réussi à m'imposer d'abord en tant que régisseur. Et puis, en 2 ans, je suis passé de la régie à la direction de production. Mais ce qui m'a beaucoup, beaucoup intéressé et ce dont je suis assez fier, c'est que du coup, j'ai connu un petit peu toutes les strates. C'est-à-dire que je suis pas rentré directement dire de prod ou producteur, enfin dire de production, mais le fait d'avoir travaillé en régie, je pense que c'est le métier le plus dur qui existe dans notre métier hein, de production parce que la régie, c'est les premiers qui sont arrivés, hein, c'est les premiers qui sont partis. Hein. Sur un tournage, tu peux dormir 4 heures ou pas du tout d'ailleurs ou 4 heures par nuit. Hein. Et tu dois diriger une petite équipe et tout le monde t'attend au tournant parce qu'en fait, tout ce que tu vas faire va permettre et faire en sorte que le tournage se passe correctement. Donc, à la fois, c'est un métier qui est très, très difficile. Par contre, je pense que c'est un métier qui est assez agréable parce que quand ça se passe bien ou quand on fait correctement son job, il y a énormément de gratitude de la part des gens qui travaillent dans le reste de l'équipe parce qu'ils savent très, très bien que grâce à toi, en tant que régisseur, les choses se sont passées correctement et que ça leur a retiré des épines du pied assez conséquentes. Donc, c'était franchement, c'était super dur, hein, mais c'était fun, quoi. Vraiment. Ouais, et t'as trouvé ce que tu cherchais quand t'as quitté la pub, de justement là, tu parlais de camaraderie ou ce genre de choses? Bah oui, parce que sur un tournage, en fait, je pense que la grosse différence entre les agences, en tous les cas à l'époque, et le cinéma, c'est que en agence, tout le monde rame, mais il n'y en a pas un qui rame dans le même sens. Euh, dans le cinéma ou dans les équipes de cinéma ou dans la production en règle générale, tout le monde doit ramer dans le même sens. On rame tous dans le même sens pour un projet, pour un réalisateur, pour un producteur, pour une idée. Et ça donne un esprit de corps global qui est vraiment passionnant en tous les cas, qui est très inspirant et qui te fait avaler énormément de couleuvres, hein, parce qu'il y a des fois où évidemment c'est très très difficile,
mais en même temps, c'est cette difficulté qui te nourrit et qui fait que tu es toujours dans un espèce de dépassement de soi, avec une autre valeur en plus de ça qui est extrêmement intéressante dans les équipes de cinéma et sur les projets, qu'ils soient publicitaires, cinématographiques ou dans les documentaires, c'est que chaque projet est totalement différent de l'autre. On ne peut pas appliquer. Alors évidemment, il y a des petites recettes pour arranger les bobos et pour faire en sorte que, on va dire, la méthodologie de travail de base se passe le mieux possible. Mais il y a toujours des imprévus, il y a toujours des choses qui n'avaient pas été estimées correctement. Et à chaque fois, il faut trouver la solution. Il faut trouver la manière de faire les choses. Et souvent dans des contextes financiers qui sont assez compliqués, hein, puisque c'est de l'imprévu. Donc, il faut trouver une solution et il faut que cette solution nous permette de rester dans le budget initial. Euh, donc, c'est extrêmement. Enfin, moi, je trouve ça. Je dis toujours, je compare toujours ce boulot parfois à une espèce d'enquête policière où il faut que tous les cubes s'emboîtent correctement et que tu es obligé d'être énormément à l'écoute du projet et à l'écoute des autres pour éviter de te prendre un mur, quoi, ou de te tromper simplement. D'accord. Et j'imagine que d'être dans le côté construction du film et pas conception en agence, c'est un truc qui te plaisait également. Oui, parce que l'aspect créatif, il existe aussi quand tu fais de la production, bien sûr, hein. Il faut être créatif quand tu essaies de trouver des solutions pour faire entrer des ronds dans des carrés, hein. Il faut être créatif parce qu'il faut arriver à comprendre ce que désire l'agence, ce qu'elle veut, hein, les créatifs, mais aussi les TV prod et les directeurs de création, etc. Mais aussi être créatif parce que tout ça, tu dois le faire converger avec un réalisateur qui en fait est ton premier client, ton réalisateur. C'est celui qui va, une agence, tu vas faire un projet avec elle, et puis après elle passera à une autre boîte de prod. Ton réalisateur, il est avec toi, tu le nourris, tu partages avec lui, tu essaies de trouver des solutions avec lui, hein, tu le pousses, enfin, c'est vraiment cet esprit d'équipe là en tous les cas est toujours aussi important. Et créativement parlant, si tu as vraiment de quoi t'éclater, quoi. C'est pas le même type de création que quand tu es en agence, puisque tu travailles pas sur un concept ou sur un script, mais c'est un autre type de créativité pour qu'au bout du compte, le film soit même au-delà des espérances de ce qui avait été évoqué du moment où tu as été briefé, quoi. Et dans ces quelques années-là, là, il y a eu un moment où tu t'es dit, c'est bon, c'est un peu moins dur, je commence à vraiment réaliser que je suis au bon endroit, ou tu te l'es dit tout de suite, ça? Tout de suite. Tout de suite, j'ai vu la différence, même si c'était très dur financièrement, c'était très dur dans l'organisation de ma propre vie, mais en même temps, c'était terriblement excitant. Alors ça, je l'ai fait dans un premier temps, pas hyper longtemps, parce que je crois que je suis resté 2 ou 3 ans à faire ça chez Pancrazy, hein. Il y a eu un autre truc qui a été dingue chez Alain, c'est que ça m'a permis de rencontrer Nicolas Duval, qui est mon associé, presque un frère en fait, et donc on se connaît depuis 30 ans, hein. Et après, assez rapidement, je suis parti vers une autre aventure qui a été dans un premier temps vers la télévision, où j'ai monté une première structure, une première société avec Philippe Rousselet, le fils d'André Rousselet. Et ça a été aussi une autre aventure assez marrante, puisqu'on travaillait sur des concepts d'émissions de télévision. Alors, ce qui est assez particulier, c'est qu'en fait, on n'a pas un seul concept qui est passé, parce que, pour une raison assez simple, c'est que nous, on était un petit peu des Romano avec Philippe. Mais derrière, il y avait André Rousselet, donc, qui était le patron de Canal+, et le père de Philippe, et qui ne voyait pas exactement du même œil que son fils. C'est-à-dire qu'il n'imaginait pas que son fils puisse travailler dans une toute petite structure. Il avait des ambitions pour lui qui étaient beaucoup plus importantes. Et ce qui fait que, assez bizarrement, on a été reçu par l'ensemble de tous les décideurs télévision de l'époque qui voulaient absolument rencontrer le petit prince, Philippe. Et donc, par Toi au l'occasion, passage. oui, au passage.
Mais il n'y a pas un seul des projets qu'on a, et on en a travaillé sur 2 ans, on en a fait 36, je crois. Il n'y en a pas un seul qui est passé. C'est par la suite qu'on a appris effectivement que André Rousselet donnait des coups de téléphone derrière nous en disant écoutez, vous allez les recevoir parce qu'ils sont extrêmement jeunes et sympathiques. Mais on va dire que voilà, je suis pas très intéressé pour que mon fils travaille dans cette Ah, donc en fait, c'était un peu biaisé, quoi. C'était un peu biaisé. Et ça vous a pas aidé? Enfin, vous avez jamais fait un projet avec Canal, du coup, au moins? Ah non, non, justement, parce que André voulait absolument pas que cette boîte démarre, et que son fils travaille sur une structure qui était une toute petite structure en fait, et qui était pour lui pas du tout à la hauteur comme je le disais tout à l'heure, des ambitions qu'il avait pour son fils. Et vous Et l'avez appris d'ailleurs, à la fin, ça, c'est ça? bah, on l'a appris à la fin, oui, bah, faut avouer qu'on s'en doutait un petit peu parce que quand pendant 2 ans, on a énormément écrit, et on a écrit à la fois enfin, des concepts qui, franchement, pour certains, seraient encore d'actualité, hein, qui étaient assez intéressants, hein. Et à chaque fois qu'on voyait donc des décideurs, hein, ou des décideuses, hein, tout le monde nous disait ouais c'est super bien, on vous rappelle. Et puis en fait ça ne marchait jamais par la suite, quoi, en fait. Quand on a arrêté avec Philippe, du coup, effectivement, parce qu'on n'avait plus les moyens de continuer, etc., il est parti à Los Angeles, où il s'est retrouvé à la Warner, responsable des achats de projets étrangers, à 24 ans. Donc c'était juste pour donner, effectivement, papa, à ce moment-là, est intervenu et a fait ce qu'il avait à faire. Et d'ailleurs, tant mieux d'une certaine manière, parce qu'aujourd'hui, Philippe est devenu un grand producteur de longs métrages et il mène extrêmement bien sa barque. Je ne sais pas si ça serait arrivé de la même manière si on avait continué à travailler ensemble. Donc tout le monde est content de ce point de vue. Ouais, ouais, on peut voir ça comme ça. Après, tu peux aussi avoir quelques réussites pendant les 2 ans avec ta petite prod et puis partir à la Warner derrière aussi, hein. Ouais, bien sûr, mais là encore, voilà, une fois qu'on a su pourquoi ça marchait pas, je pense que ça nous a, enfin, moi, en tous les cas, ça m'a rassuré. Parce qu'au bout d'un moment, tu te poses des questions, tu te dis, c'est pas possible, on est vraiment trop mauvais, hein. Et puis, en fait, on s'est rendu compte qu'on n'était pas si mauvais que ça, mais qu'il y avait Ouais. d'autres éléments, des éléments extérieurs qui jouaient un peu contre nous, quoi. Et qu'est-ce que tu as fait à ce moment-là? Enfin, au bout des 2 ans, vous avez fait quoi? Alors, au bout des 2 ans, on a arrêté, et là, je suis parti encore vers une autre aventure, hein, parce que j'avais un très bon vieux copain, hein, qui était le neveu de Václav Havel. Et au moment de la révolution de velours, Pavel Slaby, s'est retrouvé en Tchéquie, en train de distribuer des t-shirts et des badges pour Václav Havel au moment de la révolution de velours, hein. Et il nous a appelés, moi et 2 autres copains, en disant c'est le moment, il faut absolument monter une boîte de production euh, en Tchéquie, hein, parce que moi j'aurais des appuis politiques pour le faire, etc. Et on a été une des premières boîtes à monter une boîte qui s'appelait Orient Express, qui était la première boîte, en tous les cas européenne, en audiovisuel, à se monter à Prague. Et on a monté par la suite un bureau à Moscou aussi, parce que j'avais un autre associé qui était lui d'origine russe. Et donc, ça a été un truc hallucinant. Alors, je sais pas bien, c'était en quelle année c'était, mais c'était quoi la situation politique en Tchéquie? Alors justement, nous, on est arrivé là-bas en début 90, la révolution de velours, hein, c'est-à-dire le moment où les Tchèques ont repris la main et ont viré les Russes, hein, Ah oui, d'accord. c'était au mois de novembre 89. Et nous, on est arrivé et on a commencé à monter la boîte en février 90, c'est-à-dire Donc 3 mois. c'était un peu la fin du communisme en Tchéquie, c'est ça? Totalement. C'est-à-dire que quand on est arrivé là-bas, il y avait plus de police, il y avait plus, l'armée avait totalement déserté, hein, et on s'est retrouvé dans un espèce de Far West complètement délirant où il y a eu pendant 6 mois, c'était une libération après 40 ans de communisme qui a donné une espèce d'énergie à tout le monde où ça a été pendant 6 mois, ça a été la fête. Et quand je dis la fête, c'est un niveau qu'on a du mal à imaginer. C'est-à-dire que quand on se retrouvait sur le pont Charles,
il y avait tous les 10 mètres des mecs avec des bongos, des congas, des guitares en train de chanter des Beatles, où tu te retrouvais dans des soirées avec des centaines et des centaines de jeunes, garçons et filles, qui buvaient plus qu'à raison, et qui hurlaient sur Jumping Jack Flash. Donc moi, je me retrouvais vraiment dans les années 75-76 T'avais quand quel j'étais âge? jeune. Et à l'époque, bah, c'était en 92, donc je devais avoir 35 ans, quoi. Un truc. Donc t'as pu refaire la fête comme à tes 20 ans, quoi. Ah non, non, mais c'était, franchement, il y a de quoi écrire un bouquin, c'était complètement dément, hein. Il y avait des bars qui se montaient à l'intérieur des appartements des gens, où ils faisaient venir des alcools d'Allemagne de l'Est. Et voilà. Donc ça a été un délire complet. En Russie, c'était une période aussi assez particulière puisque on avait été mandaté pour vendre des programmes par France Télévisions, en fait, qui à l'époque était Antenne 2, France 3, etc., pour revendre des programmes à la télévision russe. Et le seul programme qu'on a réussi à vendre, donc je rappelle, on est en 92, c'était les enquêtes de l'inspecteur Maigret, qui était Ouais. une série française qui datait de 66. Euh, il faut savoir que les Russes étaient extrêmement friands de tout ce qui était programme français. Hmm. Le premier film qui a été en fait diffusé en Russie, c'était en 62, c'était Fanfan la Tulipe. Très ancien, mais ça veut dire qu'il y avait, dans le même temps, nous on vendait les enquêtes de Maigret, et dans le même temps, la télévision, les Américains donnaient Cliffhanger Oui, euh, d'accord. en diffusion, quoi. Il y avait un espèce de- ah ouais, de retard à l'allumage énormissime, hein. Tu étais basé à Prague? Oui, oui, j'étais à Prague, hein. Enfin, on se partageait entre Prague et Paris, hein. Et on a fait 2 ou 3 films de pub, pas plus, parce que c'était pas du tout la mode à l'époque, hein. On était très en avance, parce que la vague de films français, de publicités français fabriqués en Tchéquie, elle a eu lieu que 3 ou 4 ans après, je crois, à peu près. Ah ouais, donc juste avant. Mais du coup, ce que tu me racontais là où tu allais à Moscou vendre des programmes qui étaient déjà existants, c'était des programmes qui étaient déjà tournés, tu faisais plus de la distribution, c'est ça? Absolument, tout à fait. C'est-à-dire qu'on a essayé, par exemple, ils étaient très demandeurs pour acheter La Reine Margot, hein, donc avec Adjani, hein, le film de Chéreau. Et le problème qu'on a eu, c'est que dans la législation française, en fait, il faut que tous les ayants droit s'accordent pour une vente à l'étranger. Et je répète, ce qui était terrible, c'est que le temps de mettre tout le monde d'accord, les Américains avaient vendu Cliffhanger, avaient vendu des séries qui avaient été multidiffusées dans le monde entier et dont ils n'avaient plus du tout rien à foutre de gagner de l'argent dessus, hein. Et du Ouais. coup, ça a donné des habitudes culturelles aux Russes qu'ils ont conservées, ce qui explique aujourd'hui qu'ils sont extrêmement friands des films américains, alors qu'à l'époque, la culture cinématographique en URSS, c'était vraiment les films français. D'accord. Ah, mais je savais pas du tout. Et du coup, ça a duré combien de temps, ça? Alors ça, Cette expérience? ça a duré 2 ans. Moi, Ouais. j'ai des cycles de 2 ans quand même. Enfin, à l'époque, j'avais des cycles de 2 ans. Et à un moment, bah, financièrement parlant, c'était extrêmement compliqué, évidemment. Et donc, je suis rentré à Paris. J'ai été voir mon camarade Nicolas Duval, qui Ouais. venait juste de monter Quad. Mmh. Et je lui ai dit, écoute, franchement, moi, je suis un petit peu au bout du rôle. J'ai tous les contacts pour tourner des films en Tchéquie si tu as envie. On a même une boîte qu'on a montée là-bas, que j'ai revendue aux gens sur place, que j'ai donné aux gens sur place. Si tu veux bien de moi, je suis même prêt à travailler pour rien au début. Mais j'ai vraiment envie de me relancer dans une aventure de remonter une nouvelle structure, une nouvelle boîte. Voilà. J'ai l'impression que ça fait plusieurs fois que tu me dis que t'hésitais pas à tout lâcher et à bosser gratuit ou tout en bas, en tout cas, de redescendre d'un cran pour changer. C'est un truc que tu as fait plusieurs fois, ça? Oui, oui, tout à fait. J'ai fait ça de plusieurs fois.
Parce que en fait, l'aventure me plaît plus que le fait que, enfin, il faut que l'excitation due à l'aventure est pour moi un des éléments qui est énorme. Si, il y a des gens qui vont écouter ce podcast et qui ont certainement monté leur propre structure à un moment ou à un autre. Et c'est vrai que les 2 premières années, même si c'est compliqué, c'est pas toujours simple ou n'importe quoi, on est porté par une espèce d'énergie positive, extrêmement extrêmement agréable et extrêmement constructive et qu'on garde d'ailleurs en règle générale très souvent dans la tête en se disant putain c'était vraiment génial ce moment-là quoi. Quand tu rejoins Nicolas Duval, du coup, ça ressemble à quoi Quad? C'est au tout début? Ah bah, c'est le tout début, je crois qu'il y a 4 ou 5 personnes Ouais. et en fait Nicolas vient juste de monter la structure et alors ce qui s'est passé c'est que moi je connaissais très très bien les gens de chez DDB et Nicolas les connaissait pas et on va chez DDB présenter euh, un réalisateur qu'on avait découvert un petit peu juste avant, enfin au moment de l'ouverture de Quad, qui était Rémi Belvaux. Rémi Belvaux, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un garçon c'est un Belge qui avait fait un film qui est devenu un film totalement culte, qui est C'est arrivé près de chez vous, Ah oui. un film en noir et blanc qui était sorti en 92 d'ailleurs. Et donc j'arrive chez DDB, je montre la bande de Rémi Belvaux et euh, le TV producer à l'époque me dit écoute c'est incroyable parce que lui il était vraiment dans le cinéma réaliste, vérité, qui n'était pas du tout à la mode à l'époque, enfin à la mode. Je veux dire il n'y avait pas vraiment de communication, enfin il n'y avait pas de film publicitaire qui ressemblait à ça. Et le TV Prod me dit écoute c'est vraiment couillon parce que on présente à 16h aux clients et la bande, elle aurait été parfaite, mais j'ai besoin d'avoir un devis, j'ai besoin d'avoir une petite intention, etc. Et ça, il était 10 heures du matin. Et donc, J'imagine la suite. ouais, je suis rentré à la prod, on s'est partagé le boulot avec Nicolas, avec Rémi, etc. Et on va dire, je sais pas, ils avaient rendez-vous à 16 heures, et je crois à 15h30, d'un coup de moto, je suis venu déposer le dossier, et ça a donné la campagne pour DDB des pompistes qui sont à leur pompe et qui déclarent qu'ils n'ont jamais vu en fait une Golf GTI. Ah, je vois pas laquelle c'est. C'est une campagne évidemment qui date de 94, donc, mais qui a eu des prix absolument partout et qui a permis à Rémi de démarrer sa carrière, ce qui a engendré par la suite des dizaines et des dizaines de films qui étaient des films de pure comédie et toujours sur un principe qui était que c'est un espèce de cinéma réaliste, euh, un peu décalé, assez entre guillemets à l'anglaise, c'est-à-dire avec des personnages euh, euh, très réalistes dans des situations complètement baroques. Ouais. C'était le principe. Ça, c'était vraiment le tout début de Quad. Et très rapidement, on a gagné beaucoup, beaucoup de prix avec Rémi. Et puis, on a assez rapidement eu un autre réalisateur qui a été assez fondateur avec nous, euh, qui est Bruno Aveillant. Mm. Et Bruno, quand on l'a pris avec nous, ça a été aussi un petit peu comme Rémi. Nous, on a toujours fonctionné par système de rencontres, c'est en flashant sur les gens et en prenant aussi le risque de se dire, ben voilà, t'as pas fait grand chose, mais je pense qu'on peut s'éclater ensemble et on peut vraiment aller assez loin, quoi. Et donc au tout début de Quad, donc tu avais, si je comprends bien, peu de réals et des réals plutôt débutants donc? Alors, Enfin, nous, on a, débutants, bon, en tout cas, qui n'étaient pas connus en France, durs à ah, vendre, disons. alors tout à fait. Alors il faut avouer une chose, c'est que on a toujours eu un grand goût avec Nicolas pour la comédie en règle générale. Ben, une comédie avec aussi tout un côté peut-être avec une direction artistique, ou en tous les cas avec une touche artistique. Et on a commencé au début et pendant des années d'ailleurs, on avait essentiellement des Français avec nous. On n'avait que quelques étrangers, mais très peu. Et c'est essentiellement des Français avec nous. Pourquoi? Parce que on aimait beaucoup avoir cette espèce d'échange avec ces gens-là, d'avoir la possibilité de discuter,
de trouver des solutions, enfin de bosser ensemble. Et c'est vrai que c'était évidemment beaucoup plus facile avec des Français, pas automatiquement à cause d'un problème de langue, mais aussi parce qu'on était exactement dans la même culture, en fait, au bout du Ouais. compte. Et je sais qu'il y a beaucoup de boîtes qui ont évolué dans le temps autour de réalisateurs étrangers, etc. Nous, vraiment, au début, on était très sur les réalisateurs français, des réalisateurs qu'on a beaucoup développés pendant toutes les années, hein. Des gens que tu connais, hein. Je veux dire, il y avait Rémi Belvaux, on a parlé de Bruno Aveillant qui est toujours avec nous au Mm. bout de 25 ans, hein. Mais il y a eu aussi des Pascal Chaumeil, il y a eu aussi des Didier Barcelot, il y a eu aussi des Rénal Gresset, Adrien Armanet, j'en oublie plein. Mais tous ces gens-là, en fait, on a commencé pratiquement de zéro avec eux. Et puis il y a Eric et Olivier aussi, Toledano et Nakache, Mm. qui n'avaient pas fait vraiment de pub quand on a commencé à bosser avec eux, hein. Alors du coup, ça m'amène clairement à une question. Comment tu fais pour les trouver, ces réalisateurs, à cette époque-là en tout cas? Bah, à cette époque-là, c'est énormément du bouche à oreille, hein, parce Ouais. qu'ils n'ont pas fait grand-chose. C'est des rencontres avec. Nous, on a toujours rencontré tout le monde, hein, en fait. On a toujours. Il y a des gens qu'on a retrouvés parfois des années après où ça n'avait pas marché à l'époque. Et puis il y a eu un truc aussi, c'est qu'on a toujours fait hyper attention à ce que les gens soient pas en compétition les uns avec les autres. D'accord. Et donc les premières années de Quad, c'est trouver ces jeunes réalisateurs sur lesquels vous êtes a priori pas trompé, quoi, parce que c'est des gens qui ont eu des super carrières derrière. Ouais. Et ça, cette phase où vous êtes un peu une petite équipe, ça dure combien de temps? Bah, ça dure de 93, on va dire, jusqu'en 2001, 2002, 2000, par là. Où là, on a grandi quand même pas mal, hein. Alors, on a grandi au fur et à mesure et franchement, on a grandi sans s'en rendre compte, hein. C'est-à-dire que je pense qu'on avait aussi, les gens nous faisaient confiance, hein, et ils se disaient, voilà, une des particularités de Quad, c'est hormis le fait, c'est qu'on sort toujours un film, même quand c'est compliqué, c'est difficile. C'est un petit peu ce côté un peu gageur, qui nous plaisait beaucoup à l'époque. Et puis, il y avait aussi un truc, c'est qu'à l'époque, le craft n'avait pas autant d'importance qu'aujourd'hui, hein. Et les concepts des films qui sortaient, c'est-à-dire les scripts de comédie, etc., étaient malheureusement beaucoup plus forts qu'ils ne sont aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y avait des prises de risque de la part des annonceurs qu'on a du mal à retrouver aujourd'hui, hein, où effectivement le craft a pris beaucoup de place. Je pense aussi par manque de scénar un peu fort et puissant, quoi. Mais ça, c'est donc vos 10 premières années, quoi. En gros, tu me dis, c'est un contexte où c'était plus un contexte comédie, où il y avait un peu plus de prise de risque. Et donc, vous aviez la bonne façon de faire, les bons réalisateurs, et ça a grandi un peu tout seul. Oui, puis on était assez peut-être plus généraliste que d'autres boîtes de prod, parce qu'on avait effectivement ce côté comédie, mais parallèlement à ça, on avait d'autres réalisateurs, y compris d'ailleurs et surtout à travers Bruno Aveillant, qui étaient des gens qui travaillaient énormément sur l'image et qui, eux, avaient vraiment des écritures visuelles très fortes et très marquées, quoi. Ouais, parce que moi, Bruno Aveillant, je le connais que sur le craft, quoi. Quand tu l'as au début, tu arrives à le vendre sur des choses craftées, justement, ou c'est... Ouais, tout à fait, tout à fait. Je te dis, c'était une époque aussi où les productions étaient souvent interrogées. Enfin, on interrogeait les productions, enfin pas toujours, hein, évidemment, mais on interrogeait beaucoup plus les productions qu'aujourd'hui. Enfin, si aujourd'hui c'est encore pareil, plus que les réalisateurs, et on essayait de trouver des solutions par rapport à des problématiques globales. Et du coup, quand ça existait encore par la suite un certain temps, mais quand un producteur s'engageait sur un jeune réalisateur, hein, les agences et les clients étaient capables d'acheter le conseil du producteur. C'est-à-dire qu'il nous est très souvent arrivé de lancer un jeune réalisateur à travers un court-métrage ou à travers un clip et d'aller voir une agence en disant, tu vas voir, le mec, c'est un pur bonheur, il est vachement bon, il est très attentif, il a plein d'idées, etc. Je t'en prie, mets-le dans la compète. Et à ce moment-là, c'était assez possible.
Aujourd'hui, ça devient plus compliqué parce qu'il y a beaucoup, beaucoup plus de réalisateurs et que on interroge plus facilement des gens très connus que des gens qui ne le sont pas. Et donc ça, c'est l'époque avant 2001, donc. Ouais, Et alors la suite, les années 2000, du coup, pourquoi, tu sais quoi? bah après, alors on a eu des trucs absolument incroyables même juste avant 2000 puisque on a fait des films extrêmement marquants, notamment comme le film Perrier de Bruno avec des personnages qui sortent des cadres, etc. Donc on a eu quand même des périodes très puissantes. C'est des périodes où on a gagné beaucoup beaucoup de prix parce que en fait, comme on était très généraliste et qu'on était très attentif au storytelling, hein, pas automatiquement à la comédie, mais au storytelling. Du coup, je dirais, un peu trivialement, on arrosait tous azimuts, hein, quoi. C'est-à-dire qu'on était aussi bien interrogé sur des choses qui étaient très très craftées, graphiques, comme sur des choses qui étaient très très comédie pure, hein. Et donc, peut-être plus que certaines autres boîtes de production qui étaient vraiment rentrées dans des systèmes peut-être un peu plus marqués, on D'accord. va dire. Ça, c'est tes années en agence de compétition interne qui t'ont marqué. Ouais, peut-être. Et puis j'ai eu la chance aussi d'avoir un associé qui était complètement d'accord avec moi sur beaucoup beaucoup de points et notamment sur celui-ci. Et ça, on a continué comme ça jusqu'à, je crois, 2004-2005. 2005, Nicolas a commencé à produire des longs métrages et son premier long, c'était avec, je préfère qu'on reste amis, avec Eric euh, et Olivier, Toledano Nakache. Et à ce moment-là, moi, ce que j'ai fait, c'est que là encore, j'ai décidé de jumper et casser, on va dire, les habitudes. Et donc, j'ai pris la tête de notre boîte de post-production parce que j'avais envie de changer un petit peu, hein, de trouver, de me réexciter. Et puis, je me disais, bon, bah, Nicolas, lui, s'en va vers le long métrage. Euh, Moi, j'ai pas envie de me retrouver à la tête tout seul à la tête de la publicité. Donc, c'est Martin Coulet qui a repris la pub à ce moment-là. Et moi, j'ai poussé toute la partie post-production en créant en plus une enseigne qui s'appelle Wiz, qui s'appelle toujours Wiz d'ailleurs, et qui est entièrement dédiée à l'animation. Donc, on a commencé à faire de l'anime et Nicolas a commencé à faire du long métrage avec le succès qu'on a connu par la suite, mais dont on s'attendait absolument pas, hein. Ouais, Tout ça a été à chaque fois expérimental, hein. à chaque fois, c'était une belle surprise. Bah, là encore, c'était une vraie gageure parce que quand on a commencé le premier film qu'on a fait de long métrage, c'était juste après qu'Entropie ait fait son long, qui était donc une boîte de publicité, hein, qui a fait son long qui s'appelait Circus. Et ça a été une tôle monstrueuse. Ils ont laissé des ardoises absolument partout, hein, les pauvres, hein, c'était pas entièrement de leur faute. Mais du coup, nous arrivons juste derrière en disant coucou, on s'appelle Quad, on est des producteurs de films publicitaires, on se met à faire du long, on s'est fait mais déglinguer par tout le monde. Tu penses que c'est quoi les principales difficultés quand t'es habitué aux films de pub et de commande et que tu te lances dans le long? Enfin, c'est quand même, il y a un peu un monde entre les deux, non? Il y a un monde entre les deux et le truc, moi, parce que en tous les cas, c'est mon point de vue, mais après, je pense qu'il y a plusieurs autres expériences, puisqu'il y a maintenant d'autres producteurs de publicité qui se mettent à faire du long. Nous, ça a été de faire une espèce de rupture euh, assez, assez radicale entre le monde de la publicité et le long métrage. Mais à l'époque, on faisait partie des premiers, en dehors de Téléma, mais c'était une autre aventure, hein. Euh, on faisait partie des premiers à cette époque-là, ouais. Et toi, t'as participé sur ce côté, sur le long métrage, enfin, en tout cas au début, là? Bah, au tout début, en fait, Nicolas, il était tout seul, donc effectivement, on se filait la main, on travaillait pas mal ensemble. Il y avait, en plus de ça, un sujet qui était la post-production, qui était vraiment un pontage entre ce que lui faisait en prod et ce qu'il fallait faire pour que le film soit réussi. Mais assez rapidement, moi, j'ai un peu décroché parce que du coup, je me retrouvais avec une charge de boulot qui était pas vraiment gérable. Et quand on fait du long métrage, je pense que c'est vraiment idéalement quelque chose qu'on doit faire de façon complète.
Et toi, donc, tu fais de la post-prod à côté, donc c'est avec Fix Studio, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et donc, il y a Wiz qui est le studio de post-production, hein. Et je vais faire ça. Et parallèlement à ça, je vais monter aussi à l'intérieur un truc qui était les prémices d'une autre boîte qu'on a montée par la suite, qui était Fighting Fish, qui était une boîte qui faisait des expériences, on va dire, digitales, qui pouvaient être un jeu vidéo, qui pouvait être euh, une expérience, qui pouvait être n'importe quoi, mais autour du digital. Et c'est vrai que aux environs de 2010, par là, enfin 2009-2010, le digital était un champ d'investigation énorme parce que personne ne savait réellement comment aller choper les mecs sur du digital. Et à ce moment-là, j'ai récupéré en fait l'ensemble de Quad, c'est-à-dire la publicité, l'animation, cette entité digitale pour donner une espèce de cohérence à l'ensemble et pour faire travailler tout le monde les uns avec les autres. Qu'est-ce qui fait qu'on décide de faire des labels comme ça? J'imagine pour clarifier un peu, pour se présenter en étant un peu plus spécialisé par label. Mais est-ce que la question se pose à un moment de se dire maintenant ça crée de la confusion, on comprend plus rien. Si on met qu'une seule marque et que ça s'appelle Quad, c'est beaucoup plus rassurant et les gens savent qu'on sait tout faire. Ouais, enfin, Tu vois ce d'abord, que je veux dire? oui, mais comme je le disais tout à l'heure, alors déjà, si tu veux, comment on a monté des boîtes, les trois quarts du temps, c'est en rencontrant des gens. On Ouais. rencontre un mec, il est super cool. On a une idée à laquelle on a déjà pensé, mais on n'a jamais trouvé, enfin, on n'a jamais poussé le bouchon. Et on se dit, bah voilà, tiens, ou alors c'est lui qui vient avec une idée en disant, voilà, moi j'ai pensé à un truc qui pourrait être super cool. Et on se dit, bah tiens, ça s'inscrirait effectivement très très bien dans ce qu'on a envie, dans ce qui nous amuse. Mais ça a toujours été au départ dans un esprit de découverte et en se disant, ouais, ça peut être cool, ça peut être une bonne aventure de lancer le truc comme ça. Il y a plein de fois où on s'est planté, il y a plein de fois où on a paumé un peu notre culotte, hein. Mais c'est comme ça qu'on fonctionne. C'est-à-dire qu'on tente des choses, on essaye, on pousse des gens. Il y a énormément de gens chez nous qui sont là depuis très très longtemps. Je pense que c'est extrêmement rare parce que c'est dans notre mentalité et c'est absolument pas, je dis pas du tout que c'est ça qu'il faut faire. Je dis juste que ça correspond en fait à l'état d'esprit qui est celui de Nicolas et du mien. Et là-dessus, on s'est vraiment trouvé et on continue à monter ou à monter des aventures avec des gens qu'on rencontre sur des sujets qui nous plaisent. D'accord. Et vous continuez à vous poser la question régulièrement de tiens, quel nouveau label on pourrait monter? Tout à fait, hein, bien sûr. On a monté moi j'ai monté après par la suite des labels comme Where is Brian qui est vraiment entièrement dédié à la bouffe. Et c'était aussi dû au fait que j'avais deux productrices chez nous qui étaient assez passionnées par ce genre de choses et du coup je leur ai dit bah tiens faisons ça et ça marche très bien. On a monté aussi Arbridge avec Olivier Bassuet, hein, qui est une manière d'agréger des talents autour de l'artistique, mais ça peut être des gens extrêmement différents hein, qui vont travailler sur un sujet et vont créer en fait un groupe, une équipe autour d'un sujet, alors que jamais ils auraient pensé à bosser ensemble hein, au départ, hein. On a monté Infine qui est sur tout ce qui est éléments de 3D pur hein, pour faire des objets, des accessoires de mode ou de la beauté, du flaconnage, etc. Et du côté de Nicolas, on a monté une nouvelle structure qui, elle, fait du documentaire qui est entièrement dédié aux plateformes. Donc, on a une boîte de documentaires qui elle est vraiment sur les chaînes de télévision. Où on a notamment développé les paris du Globe Cooker avec Fred Cheno sur Canal. On continue puisqu'on est en tournage là. Et puis parallèlement à ça, avec Yann Le Bourgrec, hein, on a monté une boîte de documentaires qui est vraiment sur tout ce qui est plateforme. Et on C'est-à-dire développe Netflix, Amazon, tout ça, tu veux dire? Netflix, Ouais. Amazon, Disney, etc., etc. Et on a pas mal de sujets en ce moment en cours
Mais c'est vraiment des écritures qui sont particulières, des approches qui sont particulières, des sujets qui sont pas exactement les mêmes que ceux qui sont acceptés par la télévision, etc. D'accord. Et, et donc, on continue à monter des choses au fur et à mesure des rencontres qu'on a. Parce que Yann, par exemple, c'est une très très bonne rencontre. Il bossait à la Gaumont, hein. Et puis, en apprenant à le connaître, etc., bah, on s'est dit pourquoi on ferait pas un truc ensemble. Et c'est comme ça que ça s'est fait, quoi. Du coup, ton job à toi, il ressemble à quoi aujourd'hui quand tu as autant de labels différents? Alors, je comprends que la partie fiction, c'est plutôt Nicolas qui gère et que tu es plutôt sur toute la partie commande. Mais ton job avec 110 personnes dans un groupe comme ça, ton job au quotidien, c'est plus, j'imagine, de produire autant qu'avant. Ça ressemble à quoi? Alors, c'est vrai que moi, je produis pratiquement plus, c'est-à-dire que je vais plus sur les tournages, etc. Et puis, je pense qu'il y a un moment où, voilà, moi, j'ai 63 ballets, j'étais créatif. Quand j'étais créatif et qu'il y avait un mec qui avait plus de 50 ans qui m'adressait la parole, je le regardais avec des yeux ronds en disant, mais qui t'es, toi? Et donc, à 63 ans, on va dire que j'ai pas de leçons à donner à qui que ce soit, et surtout pas des jeunes créatifs de 25 ans qui ont leur carrière à faire. Et j'ai pas de leçons à leur donner en tous les cas, euh, sauf éventuellement des conseils s'ils me le demandent, mais ils le font pas. Donc, du coup, je suis assez peinard sur ce truc-là. Non, c'est plus un boulot de chef d'orchestre global, c'est-à-dire que je suis un peu le producteur des productions, hein. Alors, c'est pas du tout, comment dire, il faut pas le prendre au pied de la lettre, mais moi je dis toujours, avoir et travailler avec autant de monde et essayer de faire en sorte que chacun soit dans l'envie, etc. C'est un petit peu comme des mecs qui font du jonglage, comme tu sais, les assiettes chinoises. Tu sais, ces assiettes qui sont au bout de pique. Ouais. Et tu vois le mec qui passe de droite à gauche en essayant de faire en sorte qu'aucune des assiettes ne se casse la gueule. Donc tu gères les feux? Je gère les feux. Alors, j'ai fait ou je fais encore de temps en temps quelques prods. J'adore les prods qui sont des trucs, on va dire, quasiment impossibles. C'est comme ça qu'il y a quelques années, j'ai fait ce film pour Atlantique, que j'ai fait avec Xavier Beauregard comme directeur de création, hein, où on a déposé un cube de 4 tonnes à 2400 mètres d'altitude en Colombie-Britannique, pardon, hein, euh, où on a filmé pendant 3 jours dans des conditions un peu extrêmes puisqu'il faisait moins 25 degrés à peu près, hein. Euh, et ça, c'était une aventure incroyable, hein. Mais je crois que je vois ce que c'est. C'était pour une marque de. C'était pas une question de. un- C'était pas C'est du une marque de chauffage, un truc comme radiateur. ça? Ouais, Ouais. ouais, c'est ça, c'est une marque de radiateur, hein. Ouais, ouais, je m'en souviens très bien. Ouais, il avait été pas mal primé. Ah, il a été, je sais pas, il y a eu plus de 80 prix. Enfin, c'est un des films qui a été, il y a 4 ans ou 5 ans, je ne me souviens plus, qui a été les plus primés, hein. Parce que, en plus, c'était une aventure humaine, là encore, une fois, absolument, mais hallucinante. Parce qu'évidemment, on a tourné sur un plateau d'altitude où il n'y avait aucun moyen d'y monter en dehors de l'hélicoptère. On a, Alors, attends, tu enfin, peux nous, tu peux nous en parler un petit peu plus justement, mais peut-être avec dès le début, avec ce qu'est la marque, pourquoi tel brief, l'avant-tournage, c'était quoi? ouais, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une marque qui fabrique des radiateurs. Je dirais, il n'y a pas grand-chose à dire sur un radiateur parce que c'est extrêmement rare, effectivement, de se réveiller le matin en disant chérie, aujourd'hui, on va changer le radiateur. On va faire ça. Ça va être cool. Donc, eux avaient une communication qui était enfin, qui était très comédie. Et à l'époque, le président était très copain avec le président de Léo Burnett, hein, qui avait le budget. Et enfin, ça a été une espèce de gageure de dire, ben voilà, pourquoi on n'essaierait pas de faire un truc complètement barré. Et c'est Xavier Beauregard, il y avait Jérôme Gonfon et il faut absolument qu'il m'excuse, mais j'ai plus son nom en tête, le rédac, euh, qui ont sorti cette idée. Et Jérôme est venu me voir, en fait, pas Jérôme, mais Xavier est venu me voir en disant, est-ce qu'on le ferait pas en 3D? Et je lui ai dit, mais tu es en train de prouver qu'un radiateur peut fonctionner sur la banquise, et si tu le fais en 3D et que les gens apprennent que ça a été fait en 3D,
tu vas avoir un retour de bâton complètement dément. Donc le concept du film, hein, c'était un cube que tu mets dans un désert, c'est ça? Ou non, sur de la En fait, banquise? c'est un cube qui est posé sur la banquise. Il y avait des graines qui étaient prises à l'intérieur de boules de glace. Le radiateur s'allumait, faisait fondre les boules Ah de oui. glace. Les graines tombaient dans des boquets de terre. Et tout d'un coup, les plantes commençaient à pousser, à pousser, à pousser. Et à la fin, il y avait même des papillons hein, enfin des chenilles qui se transformaient en papillons, quoi. Donc en gros, grâce au radiateur, tu pouvais créer de la Évidemment. vie dans un endroit hyper compliqué, quoi. Voilà, Mais extrêmement on efficace. mettra le lien dans la description du podcast là pour ceux qui n'ont pas vu le film. Ouais. D'accord, donc Et c'est bon, donc, je me remets le film. Vas-y, continue. le truc, c'est que en plus de ça, nous on a devisé. Le client avait un certain argent, on va dire, hein, qui n'était pas négligeable, mais toutes les demandes que Xavier avait faites auparavant, il était au double de ce que pouvait mettre le client. Donc nous, là encore, moi je l'ai pris comme une gageure, hein. J'ai appelé mes copains au Canada et je leur ai dit, les gars, est-ce que vous me suivez sur ce coup? Et tout le monde m'a dit, ok, on fonce, c'est trop cool, c'est vraiment une aventure humaine, on y va. Et donc, on a monté tout un truc, mais qui a été un bordel absolument inouï, hein, parce qu'au début, on avait calculé que le cube devait peser à peu près 2 tonnes, 2 tonnes 5 maximum, hein. Et en fait, on a eu un espèce de contrôle, genre contrôle Veritas, qui a été fait par le gouvernement canadien, qui nous a dit non, mais attendez, si vous faites un transport en hélicoptère, c'est hors de question, il faut que vous mettiez des renforts là, des renforts là, des renforts là. Et donc, on s'est retrouvé avec un cube qui faisait 4 tonnes. Et là, c'est plus le même hélicoptère, c'est plus la même équipe, c'est plus la même gestion, hein. C'est plus la même façon de poser un cube en haut sur de la névée, c'est-à-dire sur de la neige certes dure, mais pas toujours suffisamment dure pour soutenir un poids de 4 tonnes. Donc, mais comme on s'était engagé, on y a été. Et donc, au bout d'un moment, on a été tourné, on est monté en haut en hélicoptère et on s'est installé avec un camp de base, avec une équipe de plus de 30 personnes, hein, parce que c'était un film de pub, avec de la déco, avec des reflots, avec des groupes électrogènes, etc. Et c'était loin de toute civilisation ou t'avais quand même une ville avec un hôtel pas loin? Non, on était à peu près à 15 minutes d'hélico de Cagliari, hein, là où il y avait eu les Jeux Olympiques, je ne sais plus en quelle année d'ailleurs. Donc, mais tout le transport de l'équipe, c'était en hélico matin et soir? Non, non, alors Non. justement, le problème, c'est qu'on s'est dit, hein, si on fait, on laisse tout et qu'on descend et qu'on monte en hélico, hein, on va louper les levées de soleil, on va louper les couchers de soleil, c'est-à-dire la magic hour, hein, le moment où effectivement c'est le plus beau, hein. Et donc, on peut pas se permettre de perdre ça. Donc, on a fini par décider que tout le monde dormirait là-haut. Autant vous dire que c'était quand même une gageure un peu particulière. Pour la petite histoire, juste, mon copain et producteur canadien nous a dit, écoutez, il n'est pas impossible, je vais pas vous faire l'accent canadien parce que j'ai pas du tout envie de me ridiculiser, hein. Enfin, il l'avait et il nous a dit, écoutez, faites gaffe parce que vous allez devoir monter en hélico, donc ça veut dire que vous allez emmener un petit baluchon de rien du tout, hein, et que là-haut il peut faire moins 40. Donc équipez-vous, hein, parce que moins 40 c'est froid. Donc je pars au vieux campeur hein, et je vais voir le vendeur. Et je dis voilà, je voudrais avoir je sais pas, une combinaison, un machin, parce qu'il va faire moins 40. Et le mec me dit bah vous êtes sûr parce que nous on a un équipement qui est pour moins 15 à peu près, hein, et qui monte jusqu'à moins 20, et on a un équipement qui est plutôt aux alentours de moins 50. C'est ça que je veux. Lui dit T'avais mais peur d'avoir froid, quoi. ah, bah, j'avais peur de me peler vraiment parce qu'on était au vent là-haut. Et le mec me dit, vous êtes en actif ou en statique? Ah, je dis, bah moi je vais être en statique, hein. C'est les autres qui vont se bouger, moi je suis en statique. Donc le mec me sort la combinaison, le petit blouson, etc. Je m'équipe en bas, on monte, on était tous harnachés avec des doudounes, on avait des Canada Goose en plus, etc. Et on se retrouve là-haut, et pas de bol, moins 25. Sauf que toi, quand tu as une combinaison
prévu pour -40, et qu'en plus de ça, tu files un coup de main aux électros pour trimballer les caisses parce que c'était quand même un peu compliqué, là, on était en pleine neige. Là, tout d'un coup, je me suis retrouvé, mais mais pas en nage, une fontaine. Une fontaine. J'avais l'impression de remplir mes bottes, tellement je transpirais, tellement il faisait chaud. Donc voilà, c'était une petite anecdote, mais enfin, que j'ai partagée avec mes camarades parce qu'on était tous dans le même cas, de toute manière. Et justement, toi qui as bien aimé, lancer des nouveaux projets, repartir un peu de zéro quelquefois, c'est quoi pour toi les choses que tu as envie de faire justement, dans les quelques années qui viennent? Est-ce que alors si sans que ce soit forcément des projets très précis, mais pour toi, c'est quoi les prochaines choses qu'il faudrait développer, soit pour bien t'amuser, soit pour bien suivre les tendances? Moi, ce que j'aimerais, c'est, ça va être, sans aller dans des années très lointaines, on a toujours développé des jeunes réalisateurs. Comme je disais tout à l'heure, des Adrien Manet ou des Didier Barcelot, ou même Bruno Aveillant, c'est que des gens qu'on a lancés, qu'on a poussés, qu'on a excités, et c'est extrêmement valorisant et très agréable, parce que on partage effectivement une nouvelle aventure avec quelqu'un. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que globalement, comme les budgets sont restreints, qu'il y a moins de travail, etc., que ce soit les clients ou surtout les agences, maintenant qu'il y a des réalisateurs qui sont prêts, des grands réalisateurs qui sont prêts à prendre des budgets beaucoup plus modestes, on va dire, ceux qui étaient sur les budgets modestes passent sur les budgets en dessous, hein. Et aujourd'hui, c'est quasiment impossible en dehors que en faisant du clip, et encore même les clippers, les gros artistes, eux veulent avoir des clippers qui ont vraiment un, une vraie expérience, ouais, et un vrai savoir-faire. Donc, moi, je suis assez inquiet sur le devenir des jeunes réalisateurs. Je suis assez inquiet sur les réalisateurs du milieu, qui ont beaucoup de mal à trouver du boulot parce qu'effectivement, dans les compétitions, ils se retrouvent face à des gens qui sont beaucoup plus forts qu'eux, en tous les cas, qui ont plus d'expérience qu'eux. Et donc, je me dis que si les choses continuent comme ça, on va avoir peu de nouveaux réalisateurs, en tous les cas, qui seront prêts à être acceptés par des marques. Et en même temps, tous ces réalisateurs du milieu, qui sont pas les grandes stars, mais qui sont juste en dessous, il va y en avoir beaucoup qui vont avoir un trou dans leur bande d'1 an et demi ou 2 ans. Euh, Parce que c'est cette période qui est, il y en a qui n'ont pas beaucoup travaillé avant le Covid, ensuite il y a eu toute la période Covid, etc. Et puis ça continue aujourd'hui et on ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Donc un réalisateur qui a un trou dans sa bande et qui n'a pas produit ni réalisé un seul film pendant 2 ans, surtout dans une période où on a eu une progression du craft qui a été complètement démente, hein. En un an, les films aujourd'hui sont extrêmement craftés, hein. Euh, Peut-être aussi pour pallier au manque, et je n'accuse personne, mais au manque d'ambition créative ou de storytelling dans les films publicitaires. Parce qu'on est quand même vraiment dans le film vignette, on en bouffe des kilomètres et des kilomètres. Donc c'est vrai, et c'est exactement ça. C'est-à-dire que pour se différencier d'un autre film vignette, on met l'accent sur le craft, on met l'accent sur le casting, on met l'accent sur les musiques. Donc ça veut dire que tous ces éléments-là qui n'existaient peu ou prou avant, hein, en fait, les réalisateurs dits, enfin pas les stars en tous les cas, vont se retrouver avec un gros trou de bande au moment où ça reprendra, quoi. Et justement, si tu avais un conseil justement pour ces réals, qui justement, voudraient faire de la pub mais n'y arrivent pas forcément, heu, ça serait Alors, quoi? Alors la réponse, c'est souvent faire des films, mais concrètement, ouais, c'est mais quoi faire des films? concrètement, il n'y a que ça. C'est-à-dire que il y a faire des films ou écrire des histoires, hein. Je pense pas que faire des fausses pubs soit une vraie bonne idée, hein. D'abord, parce que euh, le problème quand on fait une fausse pub, c'est que si elle est très réussie, on va toujours dire putain, c'est une super bonne idée, et en plus de ça, c'est bien réalisé. Ce qui veut dire qu'en fait, c'est vraiment l'idée qui prime
souvent Ouais. par rapport à un créatif quand il voit une fausse pub. Si par contre cette fausse pub, il estime qu'elle est pas géniale ou qu'elle n'est pas à la hauteur de, le mec, même s'il a fait une réalisation du feu de Dieu, il se fait défoncer. C'est compliqué Donc, parce que faut que les gens réussissent à différencier, et la créa et la réal, quoi, et c'est pas ouais, évident. mais, C'est ça que tu dis, ouais, hein? ouais, c'est ça que je dis, ouais. Ouais. C'est super difficile, mais c'est difficile pour tout le monde. C'est-à-dire que, euh, ou à la limite, les gens diront, c'est dommage, c'est bien réalisé, mais l'idée est médiocre. En fait, le storytelling, c'est quand même un élément qui est vachement important. Sauf si on fait des films un petit peu plus, on va dire, créatifs ou un peu plus, enfin quand je dis créatif, c'est-à-dire visuellement assez fort, ou autour d'un clip, on peut s'amuser à faire des clips à blanc, c'est-à-dire qu'en fait, on met des images sur simplement une musique. Euh, Sans l'artiste automatiquement. Aujourd'hui, il y a énormément d'outils euh, sur lesquels il y a beaucoup de jeunes réalisateurs ou en tous les cas graphistes ou simplement photographes ou directeurs artistiques qui peuvent aujourd'hui, avec relativement peu de moyens, avec la culture qui est extrêmement pointue parce qu'ils ont bouffé du clip à gogo, etc., ils peuvent effectivement arriver à sortir des choses qui vont être remarquées par un producteur et qui, à ce moment-là, leur proposeront de leur donner un coup de main pour essayer de les développer, etc. Même si D'accord. aujourd'hui c'est compliqué et difficile. Petit conseil aussi aux jeunes, mais côté production, de ce côté-là, quelqu'un qui commencerait ses études et tout ça, que tu penses que c'est quoi la meilleure façon de faire de la prod? Bah écoute, la meilleure façon, là, alors, enfin, le profil pour faire de la production, aujourd'hui, il y a de plus en plus d'écoles, effectivement, qui mènent à la production. Moi, à l'époque, il y avait, en dehors de Louis Lumière, il y avait très peu de boîtes qui étaient dirigées vers la prod. Et c'était commencer en bas, quoi, vraiment, stagiaire, régie, etc. Euh, Moi, je suis assez étonné quand je reçois des gens où il y a beaucoup de gens qui arrivent directement en disant, bah voilà, moi je veux faire de la production, moi je veux être dire de prod, moi je veux, etc. Je pense il faut soit on a le coup de bol de tomber effectivement sur un producteur parce que c'est un boulot où il n'y a pas de petites annonces. Ça se fait par cooptation, ça se fait par connaissance. C'est le fils d'un pote de machin, etc., qui connaît un tel. Et du coup, on se dit, bah tiens, on va lui filer un coup de main. Il n'y a pas de cursus habituel. Par contre, je pense que le type qui arrive et qui dit, moi, je veux commencer en bas, je veux y aller, je vais commencer à faire de la régie, je veux comprendre ce qu'on fait ou n'importe quoi. Quand on est face à des gens qui ont ce type de discours, on se dit, toi, mon gars, t'es dans l'envie, hein, t'as envie de tout défoncer, hein, et ça veut dire que t'as un potentiel énorme. Et Et puis que peut-être, tu te reconnais peut-être un peu dans ce discours-là aussi, j'imagine? oui, mais pas que. Et en fait, nous, on a beaucoup engagé de jeunes, on a beaucoup pris des mecs qu'on a formés, on est, quoi, et vraiment, on a toujours été un espèce de centre de formation parce que c'est aussi un truc qui nous éclate. Et puis aussi un devoir qu'on a, parce que je pense que tous ceux qui font de la prod aujourd'hui, à un moment ou à un autre, ont été aidés par quelqu'un qui leur a tendu la main, qui leur a filé un coup de main, et qui leur a permis en fait d'être là où ils sont aujourd'hui. Mmh. Je vois pas d'autres solutions. Et je veux dire qu'il faut garder cette mémoire-là et se dire qu'effectivement, donner un coup de main à un jeune mec, c'est quand même, d'une certaine manière, remercier celui qui vous a donné un coup de main et qui vous a permis d'être là où vous êtes aujourd'hui. Et ça, moi, et Nicolas aussi, hein, on est vraiment dans cet esprit-là. Donc, moi, je dis que aujourd'hui, très souvent, il y a trop de gens qui viennent te voir et qui ont envie de faire de la production comme on avait envie de faire de la publicité dans les années 90-2000, où il y avait un côté miroir aux alouettes, de la production en se disant ouais, c'est cool de faire des études de cinoche. Non, je pense que moi, j'ai même le souvenir de certains réalisateurs de pub me disant, voilà, je travaille sur mon premier long métrage. Je dis, ah bon, c'est cool et ça se passe bien. Il me dit, ouais, je crois que je suis pratiquement arrivé au bout de mon scénar. Je dis, mais ça fait combien de temps que tu bosses dessus? Ouais, ça fait maintenant 3 mois et demi quand même. Je dis, mais Ouais. mec, si tu veux faire un long métrage, à moins d'avoir un coup de cul absolument énorme, bah, tu vas bosser pendant 8 mois, un an, hein, avant d'arriver à faire ton long métrage.
parce que c'est comme ça que ça se passe en vrai. Et sur les jeunes, j'ai exactement le même discours. Je leur dis, si tu veux y arriver, il faut que tu mordes dedans, hein, et il faut que tu comprennes qu'il faut que tu rentres par la petite porte et que tout ce que tu apprendras en bas, euh, ça te servira à un moment ou à un autre. En tous les cas, ça te servira pour comprendre les autres. Et en même temps, c'est quand même un boulot où on gère les gens beaucoup, hein. On, et on gère les gens sans leur donner des ordres, hein. On gère les gens en arrivant à leur faire comprendre pourquoi il vaut mieux faire une chose comme ça que comme ça. Et ça, effectivement, ça s'apprend souvent aussi, hein, en ayant commencé en bas. Après, il y a plein de producteurs de pubs qui sont des gens qui ont été TV prod ou qui ont commencé sur d'autres choses, hein. C'est possible, hein. Mais, euh, mais c'est vrai que, enfin, moi, mon conseil, en tous les cas, c'est de se dire que même sans passer 3 ans comme régisseur, hein, un bon stage de régie et un bon poste de régisseur stagiaire, ça forme quand même et ça donne une bonne idée de ce qu'est une équipe et de ce qu'est le cinéma. Et justement, ça m'amène un peu à une dernière question, justement, alors pour les jeunes, mais plutôt si toi, aujourd'hui, en 2021, tu avais 20 ans et que tu commençais, tu vois, et que tu devais, alors toi, te lancer dans la prod ou soit carrément lancer ta propre prod, vu les choses aujourd'hui en 2021, qu'est-ce que tu ferais en premier ou qu'est-ce que tu ferais différent de ce que tu as fait à l'époque? En tous les cas, si je devais monter ma propre boîte de prod aujourd'hui en étant un jeune mec, hein, je me dirais, il faut que je trouve un partenaire. Il faut que j'arrive même si, comme un mariage, on n'est pas marié pour la vie, hein, et qu'on a le temps de changer d'avis, se lancer dans cette aventure, je pense il faut avoir des certitudes, hein, en tous les cas avoir des convictions, hein, et surtout pas de certitude, pardon, hein. Mais le fait d'être à deux, ça permet d'avoir un ping-pong, ça permet d'échanger, ça permet de se remettre de ses erreurs, hein. Ça permet euh, d'avoir une réflexion plus poussée. Je pense qu'aujourd'hui, il y a énormément de boîtes qui se montent, hein, de prod, parce que, parce que voilà, soit des producteurs qui sont en place et qui décident de se détacher de l'axe principal dans lequel ils étaient pour monter leur propre structure. Donc ça veut dire que, pardon, si tu montes ta boîte, il faut que tu aies un esprit particulier, il faut que ta boîte elle soit à ton image. Et pour la construire réellement, il faut que tu aies quelqu'un qui t'accompagne, hein, qui va t'aider dans les moments difficiles, mais qui va être aussi capable de dire attends mec, descends de ton podium là, on a du taf, et si on veut y arriver sur la longueur, il faut il faut qu'on ait vraiment une idée assez précise de ce qu'on a envie d'être et de faire et la manière dont on a envie que les gens vous reconnaissent. Je pense que ce qui a été un élément déterminant pour nous, hein, euh, c'est qu'on n'avait fait qu'une seule boîte de prod avant, une boîte de prod avec laquelle on connaissait ses limites. Et, euh, et donc, à ce moment-là, on a tout fait pour créer Quad à l'image de ce qu'on était et surtout pas à l'image d'une boîte préexistante. On n'a jamais regardé les copains en se disant c'est génial ce qu'ils font, on devrait faire la même chose. On s'est toujours dit qu'est-ce qu'on a envie de faire nous. Et quitte à se planter d'ailleurs, quitte à se gourer, hein, parce que c'est quand on se plante qu'on arrive effectivement à rebondir et à faire en sorte que on apprend en même temps, hein, on apprend en même temps qu'on marche. Ouais, mais bon, Euh, j'ai l'impression que et, ça a quand même bien fonctionné. Ça a bien fonctionné et franchement, jamais, mais jamais dans les 5 premières années de Quad, si quelqu'un nous avait dit voilà, vous allez devenir un groupe euh, aussi, on va dire, euh, polymorphe que celui qu'on a aujourd'hui, mais jamais on l'aurait cru, mais jamais. Parce que c'est pas du tout notre ambition, c'est pas du tout notre envie, hein. Donc, donc voilà quoi. Donc il faut y croire, il faut Ça marche. avoir envie et y croire. Eh ben, écoute, ça sera un joli mot de la fin. On va s'arrêter là. Je t'ai déjà pris 1 heure et demie de ton temps, François. Je te remercie beaucoup. C'était hyper intéressant. Plein de choses intéressantes qu'on a appris sur cette aventure. Je te remercie beaucoup. Je t'en prie, hein, c'est un Et plaisir. j'espère que tu as passé un bon moment aussi. Écoute, je te remercie beaucoup et puis je te souhaite bon vent et puis peut-être à bientôt en vrai.
J'espère. Merci en tous les cas à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. On a besoin de vous pour faire découvrir ce nouveau podcast. Si vous voulez nous aider, il y a 3 choses simples. Envoyez-le autour de vous, le bouche à oreille c'est ce qui marche le mieux. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes et mettez-nous une superbe note 5 étoiles si ça vous a plu. Et surtout, n'hésitez pas à m'envoyer un message par email sur lepodcastdelaprod@gmail.com. Merci et à très vite.